Bonjour à tous et merci d'être si nombreux pour participer à ce débat en ligne sur le sujet « Quelle assiette voulons-nous demain ?» donc pour tous les gourmands de l'Assemblée. Alors tout d'abord, pour situer un peu le contexte, donc ce débat en ligne vous est présenté dans le cadre de Il fera beau demain. Il fera beau demain en quelques phrases. C'est un mouvement qui se veut participatif, donc l'idée de demander l'avis des citoyens sur des questions qui importent tout le monde. Et l'objectif, à la fin de ce processus, c'est d'aboutir à un nouveau mouvement politique. Je cède tout de suite la parole à Sylvie Connobert. Sylvie Connobert est conseillère communale à Gembloux, entre autres nombreux titres, et elle va vous présenter les experts de ce soir. Eh bien, merci beaucoup Laura. Laura, donc aussi pour le rappeler, qui est notre coordinatrice du bassin de vie Gemep, Sombref et Gembloux pour le mouvement Il fera beau demain et qui est à l'initiative de cet événement. Et donc un grand merci Laura. Alors oui, 3 experts aujourd'hui, donc 3 experts qu'on le remercie parce qu'ils ont tout de suite accepté de participer à notre petit événement de ce soir. Donc un grand merci à eux. Alors, pour donc en revenir, donc il y a Marianne Streel. Marianne Streel qui est agricultrice à Rhine sur une ferme de grande culture, présidente de l'Union des agricultrices wallonnes et depuis janvier 2019, présidente de la Fédération wallonne de l'agriculture et de la PAC Wallonie. Nous avons également Madame Françoise Botson, donc Madame Françoise Botson qui est diplômée en sciences politiques et dans un 3e cycle en économie et sociologie rurale. Françoise Botson s'est toujours intéressée à l'analyse systémique des relations complexes et à la compréhension des problématiques à la croisée des sciences humaines et des sciences du vivant, à l'instar du développement durable. Madame Botson, après plusieurs expériences, a rejoint en 2014 Wagralim pour assurer la coordination de la démarche d'avenir. Et puis nous avons Monsieur Aubruge qui commencera son petit exposé aujourd'hui, donc qui est bio-ingénieur et professeur à la faculté agrobiotech de Gembloux. Et donc déjà un grand merci à eux. Et donc voilà, on laisse la place à Monsieur Éric Aubruge et puis on ne manquera pas de répondre à toutes les questions après chaque exposé. Donc la première chose, c'est le contexte. Il y a déjà pas mal de choses dont vous êtes bien conscients. Le premier, c'est l'environnement dans lequel nous sommes. Il y a plus de 7 milliards pour le moment d'êtres humains, mais ça évolue, ça ne cesse d'évoluer malgré les pandémies. La population humaine est là et il faut la nourrir. On a aussi un contexte de concentration des populations dans des grandes zones urbaines et on estime que d'ici une trentaine d'années, plus de 75% de la population humaine sera localisée dans des grands centres urbains ou des mégalopoles de plusieurs dizaines de millions d'habitants. Voilà. Un autre élément important, c'est l'élément pollution. Cette forte concentration de population, la forte activité économique humaine fait que nous vivons dans un environnement qui est de plus en plus pollué et qui est perturbé. Et ça, il faut en tenir compte dans notre alimentation parce que l'alimentation est directement liée à des denrées qui sont soumises aussi à cet environnement. L'agriculture, le contexte, c'est surtout, et Madame Streel va certainement mieux parler de ça que moi, c'est l'évolution de l'agriculture. Il y a maintenant plus de 70 ans, il y avait plus de 200 000 agriculteurs. On en compte en 2018-2017 36 000. La pression sur l'agriculteur est énorme. La pression, c'est surtout de nous fournir une matière première qui sert essentiellement à notre alimentation, mais il se fait qu'avec le temps, il y a eu des réorientations dans cette agriculture. Bon, je vais très vite, mais je crois que c'est ça le contexte, c'est que cette nourriture qui nous était destinée, cette matière première qui était d'abord destinée à l'homme, bien progressivement, elle s'est fractionnée et certaines parties des produits de l'agriculture sont partis vers d'autres voies comme l'alimentation notamment du bétail ou des animaux, mais aussi, et ça depuis quelques années, vers d'autres types de produits comme les biofuels. Alors, par rapport à tout ça, un autre élément qui est important en agriculture, c'est la gestion des déchets. Les déchets dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'alimentation, c'est énorme.
Voilà quelques chiffres. On parle de 2 milliards de tonnes par an. C'est un coût énorme. La pression sur l'environnement est énorme. Les défis liés à ces déchets sont énormes et souvent, on n'a pas encore les bonnes solutions et c'est un domaine qui est fort oublié encore maintenant. Et puis, ça représente à peu près un tiers de la nourriture mondiale. C'est énorme. On compte de l'ordre de 30%. Alors que ce soit au niveau de l'agriculture, les pertes dans les pays en développement, on est de l'ordre de 20 à 25%. Au niveau de la distribution, quand on est dans les grandes distributions ou dans tout ce qui est post-récolte, on compte aussi une trentaine de pourcents à ce niveau-là. Donc, il faut tenir compte de ça. Il y a énormément de pertes liées à une mauvaise gestion, liées à une mauvaise conservation, liées à des maladies, liées à des insectes. Tout ça sont des défis importants. C'est un contexte dans lequel on vit aussi. Et puis, il y a notre alimentation en tant que telle. Il y a quelques constats à en tirer. La première chose, c'est qu'il a fort évolué au cours du temps. Quand vous voyez les chiffres en 1960, bien, pour un poulet, ça représentait en 1960 un temps de travail d'environ 4 heures. Maintenant, en 2011, ça représente 13 minutes. Vous voyez qu'on a une accessibilité à la nourriture qui est plus facile, mais ça ne veut pas dire que c'est mieux. Il y a plein de défis et plein d'autres choses qui sont venues se greffer autour de cette alimentation et autour de l'acquisition de la nourriture. Le budget qui est réservé à l'alimentation a diminué au cours du temps. En 1960, ça représentait environ 30%. Maintenant, on est de l'ordre de 15%, 14-15%. La part logement, elle a augmenté et la part loisir aussi. Donc, le comportement que nous avons par rapport à l'alimentation a également changé. On ne le situe plus comme la priorité dans les familles. C'est un élément, mais ce n'est pas l'élément le plus important dans la gestion d'une famille. Quelque chose d'important, c'est aussi quelque chose qui, en tout cas, évolue très vite maintenant, ce sont les modes d'alimentation. On parle de vegan, végétalien, végétarien, omnivore, halal, kasher. Il y a maintenant une diversité de modes de consommation qui sont mis en avant et qui opèrent aussi au niveau de l'alimentation un certain nombre de pressions parce qu'il faut des matières premières de tel type. Donc, il y a tout un contexte qui tourne autour de ces modes d'alimentation. Et puis, on le sait, en tout cas chez nous, on est dans un contexte d'une offre qui est de plus en plus surabondante. On doit y réfléchir et il y a une pression du secteur de la grande distribution qui fait qu'on nous pousse à une surconsommation. Mais malgré ça, malgré tous ces éléments, malgré le fait qu'on ait un accès à la nourriture plus rapide, qu'on ait un accès, une facilité d'accès à la nourriture, malgré le fait qu'il y ait une grande diversité de modes de consommation, il y a un déséquilibre alimentaire. Quand vous regardez à peu près les chiffres, 7 milliards de personnes, ben vous avez plus d'1 milliard, 1,5 milliard de personnes qui sont en surpoids et plus de 900 millions de personnes qui sont sous-alimentées, sans compter ce qu'on appelle les personnes qui sont obèses. Donc, réellement, dans la population humaine, il y a un problème d'alimentation qui est bien présent et qu'on ne résout pas nécessairement, qu'on alimente par nos différents modes de consommation. Alors, les grands défis sont ceux-ci. C'est que tout le temps, et souvent dans la presse, à la télévision, à la radio, bien, on lit le fait de nourrir 9 milliards de personnes est essentiellement lié à notre agriculture, au fait qu'on doit produire plus. Il faudrait augmenter de 60% la quantité de matières premières, matières agricoles, pour pouvoir subvenir à cette population d'ici 20-30 ans. Mais il faut bien intégrer que ce défi n'est pas unique et en fait, il est la conjonction je dirais, de 3 autres paramètres très importants. Et c'est le fait de travailler en interaction avec ces 3 paramètres supplémentaires qu'on pourra peut-être arriver à nourrir de manière raisonnée, de manière intelligente la population humaine. Il faut y intégrer l'énergie. Il faudrait à peu près 60% d'énergie supplémentaire si on veut nourrir une population. Il faudrait 40% d'eau potable supplémentaire et il faudrait diminuer les déchets d'environ 30%. J'en ai parlé jusqu'à présent. Donc,
moi, cette image, il faut la garder en tête. Agir sur son environnement, agir sur l'énergie, agir sur la protection de l'eau sont aussi des éléments déterminants pour préserver notre alimentation pour le futur. Alors, les grandes tendances maintenant, je vais les brasser très rapidement, je peux répondre à des questions. Alors, ça va un peu dans tous les sens. Vous l'observez vous-même dans la presse, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Il y a énormément, c'est une explosion de nouvelles choses dans le domaine du food. Alors, c'est ce qu'on appelle la food tech, avec les makers qui sont arrivés et qui bouleversent un peu le monde je dirais, de l'agroalimentaire, avec un foisonnement de start-up qui font de nouveaux objets, de nouvelles choses, de nouveaux produits, et qui vraiment prospectent les différentes possibilités qui tournent autour de l'aliment et de sa consommation. On peut aller vers et on en reparlera après, la personnalisation des aliments. Vous voyez jusqu'où on peut aller dans ce qu'on appelle l'exploitation de l'aliment. Un des grands défis actuels et qui va certainement être très important, notamment lié à la logistique et à la traçabilité, c'est le fait de créer des nouveaux emballages, des emballages respectueux, des emballages qu'on sait suivre, des emballages qui permettent d'évaluer la conservation, de mieux conserver les aliments. Ça, ce sont aussi des choses qui sont importantes en termes de tendance. Une des tendances importantes, à part celle de la révolution des technologies autour de l'alimentation, c'est cette prise de conscience de la proximité, avec ce qu'on appelle l'agriculture urbaine ou une agriculture qui est beaucoup plus proche, qui est aussi parfois, quand on parle d'agriculture urbaine, une agriculture qui est parfois plus technologique, mais qui apporte aussi des solutions de stabilité au niveau de la sécurité alimentaire. On l'a vu notamment au Japon, ça c'est un bon exemple. Ce que je vous montre ici, c'est un des grands centres de production de légumes tout près de Fukushima, qui produit près de 10 000 salades par jour. C'est entièrement robotisé. Pourquoi les Japonais se sont lancés dans ce type de production? Bien, quand ils ont eu la catastrophe de Fukushima, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient être en situation d'insécurité alimentaire et même d'approvisionnement. Et donc, ils ont, avec leur capacité technologique, choisi la piste d'une agriculture urbaine technologique pour pouvoir justement empêcher dans le futur d'avoir des situations telles qu'ils ont connues à Fukushima. Donc, ça a été comme un cataclysme, hein, c'est le cas de le dire avec Fukushima, mais qui a eu des conséquences importantes dans la stratégie du pays, qui a opté vers ce type d'agriculture, une agriculture vraiment hautement technologique, indoor, qui leur permet de stabiliser quand même un certain nombre de produits. Alors, vous allez me dire, c'est de la salade. On mange de la salade, mais il faut savoir que le Japonais mange de la salade matin, midi et soir. Donc, c'est un je dirais, des éléments importants dans son alimentation. Donc, ça veut dire vraiment que c'est quelque chose, c'est une priorité chez eux. Ils en sont même à faire des systèmes qui sont mobiles, qui se déplacent. Ça, c'est une serre qui a été conçue avec un GC, qui peut produire environ 500 salades par jour et qui peut se déplacer. En 15 jours, on le remonte ailleurs pour un peu alimenter les différents quartiers dans la ville. Vous voyez jusqu'où ça peut aller en évolution, mais c'est un modèle qui est en pleine évolution maintenant, notamment en Asie. Et puis, chez nous, on est vraiment dans une explosion des modèles de distribution. Et je suppose que Mme Botson ou Mme Strel en parleront, parce que les agriculteurs sont aussi des grands acteurs de ces changements au niveau des modèles de distribution. On voit apparaître toute une panoplie de différentes possibilités d'avoir en tout cas un accès aux légumes, aux aliments qui sont des aliments de proximité avec un gage de qualité. C'est quelque chose d'important et ça fait partie aussi des tendances qui évoluent très fort et la pandémie n'a fait qu'amplifier encore ce mouvement autour justement de ces modèles de distribution de proximité. Un autre aspect important, c'est l'arrivée de toute une série de nouveaux ingrédients, que ce soit des algues, que ce soit des insectes, que ce soit des nouvelles graines, des quinoa, le mil. On les voit apparaître un peu partout, on voit nos pâtes changer, on voit tous ces produits arriver sur nos marchés. C'est un gage aussi de changement en matière d'alimentation, en matière aussi d'équilibre alimentaire. On parle parfois de superfood, c'est quelque chose d'important.
ça fait partie aussi des grandes tendances et de cette alimentation du futur. Et je parlerai aussi de ce qu'on appelle la connectivité. J'y reviendrai lors de ma dernière diapositive. C'est quelque chose aussi en matière d'alimentation qui a pris une importance capitale, notamment pour différentes choses. On voit de plus en plus apparaître, mais ça c'est encore un peu de la science-fiction, bien qu'il y ait un certain nombre de magasins qui sont autour de nous qui peuvent en fournir. C'est ce qu'on appelle des objets connectés. Il y en a de toutes sortes. Ça nous aide, ça nous permet de mieux équilibrer parfois les repas parce que ça permet de les peser, ça permet d'enregistrer, ça permet de suivre aussi comme des frigos qui vous calculent exactement les quantités qui s'y trouvent pour pouvoir mieux gérer votre stock, pour pouvoir vous prévenir à un moment donné qu'il vous manque certains aliments parce que vous les avez programmés. On est dans la technologie, mais ça fait partie du futur, ça fait partie en tout cas de ces modes de consommation, de cette gestion, de cette manière de prévenir ou en tout cas d'aiguiller notre alimentation. Quelque chose d'important que vous observez aussi et qui évolue très vite, c'est ce qu'on appelle les applis food. On est en train au Smart Gastronomy Lab, donc c'est notre structure, notre Living Lab à Jean Blou, de travailler sur toutes ces applis. On essaie de faire un inventaire. Il y en a plus de 1000, hein. C'est vraiment énorme. Il faut savoir à quoi elles servent, comment elles servent, comment on les utilise. On est un peu perdu en tant que consommateur. Parfois, c'est inutile, parfois, c'est très utile. Il y a tout un travail qui se fait maintenant pour essayer de mieux classifier, de mieux définir ce que sont les applis qui peuvent aider quand même très fort les consommateurs et la population à mieux s'alimenter ou à orienter son alimentation ou sa consommation. Vous connaissez aussi tout ce qui est ubérisation ou en tout cas l'arrivée de ces aliments chez vous. Ça fait partie aussi du futur. Là, j'aurai peu de commentaires parce que c'est quelque chose qu'il faut bien équilibrer par rapport à l'agriculture. Il y aura peut-être des questions là-dessus. Autant les applications ne me dérangent pas, autant l'ubérisation, ben, c'est une forme pour moi de dérive. Il faut savoir canaliser parce que ça peut avoir des conséquences sur notre agriculture et sur nos modes de consommation aussi, mais je pense qu'il y a moyen quand même d'en débattre pour faire des modèles qui peuvent devenir intéressants. Mais pour le moment, je ne vois pas bien les modèles bien évoluer pour l'instant, mais ce n'est qu'un avis personnel, on peut peut-être en débattre là-dedans. Alors la prévention, j'en ai déjà parlé, mais on arrive maintenant à prévenir au niveau de la santé. La santé est quelque chose d'important. Avec votre smartphone, avec vos montres, avec d'autres éléments, vous suivez votre santé, vous êtes de plus en plus vraiment attentif à ce que vous mangez dans l'intérêt même de votre santé et de la longévité. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut intégrer dans l'alimentation du futur. C'est ce lien très étroit avec la santé et avec la conservation d'un mode de vie qui vous permet de vivre le plus longtemps possible et surtout en très bonne santé. Voilà, j'ai fait un peu le tour très rapidement des tendances, des défis, du contexte. Je terminerai par je dirais, une synthèse de ce que moi j'estime être les grandes lignes de l'évolution de l'agriculture. Pour moi, il faut en tout cas intégrer dans la notion d'agriculture, et ça c'est depuis le début puisque c'est l'homme qui a inventé, c'est une des premières inventions de l'homme et qui a bien fonctionné puisque plus d'un tiers de la population sont des agriculteurs, donc c'est une invention extraordinaire l'agriculture. C'est d'abord l'homme, mais c'est aussi l'environnement. Et le défi du futur, c'est vraiment de faire la jonction et la liaison entre l'homme et cet environnement. C'est ce qu'on essaie de faire maintenant, avec beaucoup de difficultés, parfois moins, mais ça nécessite vraiment une question pour laquelle, en tout cas un défi pour lequel il faut vraiment arriver maintenant à en tout cas concilier les deux le mieux possible. Et pour ce qui me concerne, il y a 3 priorités dans l'agriculture. C'est ce principe de naturalité. Alors, le principe de naturalité est un terme un peu que j'ai été chercher vous allez peut-être être étonné, mais en fait, ça définit le fait de pouvoir permettre à notre alimentation de conserver son caractère le plus naturel. Alors, j'ai puisé ce terme-là, non pas dans le domaine de l'agroalimentaire, mais plutôt dans le domaine du cosmétique, parce que dans le domaine du cosmétique, il y a cette grande tendance à la naturalité du produit.
Alors, c'est très virtuel, c'est très conceptuel. Mais en agriculture, je pense, et dans l'alimentation, ça ne l'est pas. On souhaite vraiment, et c'est très important, de garder la ligne et de faire en sorte que les produits conservent le mieux possible leur origine et en tout cas la qualité, le goût. Donc, ce phénomène de naturalité, il va falloir la conserver, il va falloir faire en sorte qu'on puisse la maintenir le mieux possible dans le futur, avec de la technologie, avec des sciences humaines. C'est un mixte. Ce n'est pas un domaine par rapport à un autre, ce ne sont pas les technologies contre les non-technologies, c'est en fait d'essayer de trouver le juste équilibre pour qu'on puisse conserver ce côté naturel de nos produits, de nos aliments. Un deuxième point important, et ça c'est plutôt une conséquence de ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'on vit de plus en plus ce qu'on appelle une personnalisation de l'alimentation. Quand vous allez au restaurant, quand vous regardez les produits dans les magasins, vous êtes attentif à la composition. Vous souhaitez, vous êtes allergique à un tel type de produit. Tous ces contextes font que de plus en plus, les produits vont se personnaliser et vont faire en sorte qu'ils répondront le plus possible à ce contexte de souhait personnel pour que notre santé et notre bien-être soient assumés avec ces notions d'unique. Et donc, c'est un drive important dans l'évolution de l'agriculture et de l'alimentation, c'est cette personnalisation des produits. Et enfin, le troisième aspect, j'en ai parlé juste avant dans les tendances, c'est la connectivité. La connectivité ne veut pas dire réseau, Internet, smartphone. Ça veut dire ça, mais ça veut dire aussi ce souhait de connaître exactement d'où vient la matière première qui sert à faire l'aliment. D'où vient l'aliment? Comment il a été traité? Comment on est arrivé là? Quel est l'agriculteur qui a produit et qui fait ces produits? C'est rester connecté dans la société et dans son environnement. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'ai brassé un peu tout l'ensemble et je vous ai fait une petite synthèse ici qui sont, en tout cas, ce que moi je pense être les priorités, mais il y en a plein d'autres et je les partage, bien entendu. Parfait. Un grand merci en tout cas, Monsieur Aubruge. Pour rappel, nous sommes en direct sur Facebook, conférence débat Quelle assiette pour demain. Je ne sais pas, Sylvie, si on a déjà des questions ou pas encore actuellement. Sinon, on peut passer. Et non, Laura, pas encore. Mais donc, voilà, on vous attend. Un tout grand merci en tout cas, Monsieur Aubruge, pour cette présentation claire et didactique. Voilà, on a appris et je suis sûre que nos participants aussi plein de choses. Donc, voilà, est-ce qu'il y a des questions déjà qui s'annoncent maintenant? N'hésitez pas. Bah, apparemment non. Moi, Monsieur Aubruge, j'aurais voulu vous demander, donc, Ah, si, Anne-Lise, on t'écoute. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Oui, super, merci. Je voulais savoir, quand Monsieur Aubruge parlait de la superfood, quels étaient les bénéfices finalement de ces superfoods, de ces nourritures finalement qui sont quand même relativement transformées. Il y en a qui sont transformés et d'autres moins. Il y a pas mal de recherches, notamment qui sont sur les fruits, où il y a un apport très important dans le domaine des antioxydants. C'est le fait de pouvoir apporter en plus grande quantité certains oligo-éléments, certaines vitamines, certains éléments qui ne sont pas nécessairement présents dans l'alimentation de tous les jours, avec une connotation beaucoup plus tournée vers le côté protection, protection vis-à-vis du système immunitaire, protection vis-à-vis de toutes ces agressions qu'on peut avoir par rapport au corps. Donc, je dirais que c'est vrai qu'on peut transformer, mais il y a quand même une ligne de conduite où, notamment, c'est l'identification de fruits, des fruits rouges, des choses qui, enfin, en tout cas, des légumes ou des fruits ou des graines qui complémentent notre alimentation et qui la performent un peu plus. Mais, bien entendu, dans notre alimentation, nous ne sommes pas obligés de passer par cette étape-là. Ce sont les personnes qui sont parfois plus attentives à certains éléments de leur alimentation. On est vraiment là dans un phénomène de personnalisation. On veut personnaliser mieux sa nourriture, son aliment, son alimentation.
et on fait des choix pour se protéger mieux. Merci beaucoup. Bah, écoutez, vu qu'on est parfaitement dans les temps, je propose qu'on passe à Madame Françoise Botson. Si elle veut bien. Ah, Madame Botson, votre micro. Oui, voilà. Voilà, magnifique. Je choisis l'écran. Donc voilà, Parfait. vous avez la chance de voir ma fille de nouveau. Et je mets la présentation. Voilà. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui. Parfait. Celui en plein écran, c'est bien ça? Voilà. Alors, moi, je vais commencer juste par présenter un peu Wagralim parce que les organisatrices me l'ont demandé, parce qu'évidemment, tout le monde ne connaît pas nécessairement cette structure dans laquelle j'ai le plaisir de travailler. Alors, Wagralim, c'est déjà à la base une équipe multidisciplinaire de scientifiques, d'ingénieurs, de spécialistes en sciences économiques, sociales, en communication, en marketing, en digital, qui ont le point commun d'être tous gourmands et qui ont le plaisir de travailler sur la question alimentaire tous les jours. Alors, Wagralim, c'est un des 6 pôles de compétitivité wallons. C'est une des structures qui a été mise en place au départ par la région wallonne pour soutenir un des secteurs d'activité économique stratégique qui permet de vraiment développer cette activité économique et l'emploi en Wallonie. Alors, il y a 6 domaines. L'alimentaire pour les hommes et les animaux, c'est nous. Il y a le domaine pharmaceutique, la chimie verte et la construction durable, la logistique au sens large, le génie mécanique, l'aérospatial et les technologies qui y sont liées. Et nous, on est donc focalisé sur tout ce qui est alimentaire pour les hommes et les animaux. Alors, c'est quoi l'agroalimentaire en Wallonie? À la base, c'est un secteur d'activité qui rassemble à la fois l'ensemble des entreprises, à la fois du secteur primaire, de l'agriculture, et du secteur secondaire, qui sont les industries agroalimentaires, et qui, tous ensemble, participent à la production d'aliments finis, de produits alimentaires finis pour les hommes et pour les animaux. Alors, la particularité de ce secteur, c'est qu'il emploie beaucoup de monde en région wallonne. C'est un véritable secteur de TPE-PME, puisque 97% des entreprises comptent moins de 100 travailleurs et en moyenne, on compte à peu près 15 travailleurs par entreprise. Donc, on est loin des grosses multinationales qu'on entend souvent citer chez nous. Il faut savoir que, de manière générale, pour la Wallonie, les entreprises du secteur, elles travaillent peu sous des marques propres, donc on ne les connaît pas bien. Ça se développe, on y travaille, mais beaucoup travaillent à façon pour d'autres, c'est-à-dire qu'elles permettent de faire les produits de marques distributeurs que vous allez trouver dans vos supermarchés, qu'elles vont produire pour d'autres ou pour le food service, qui est les ingrédients, entre guillemets, pour d'autres industries de la transformation. Alors, chez Wagralim, on est un réseau d'entreprises, d'acteurs de la recherche et de la formation. Donc, on a toute une série de membres. Donc, on a une structure qui a été mise en place par le public, mais on a une ASBL qui regroupe toute une série d'entreprises, des petites, des moyennes, des grandes, des entreprises qui sont très proches du secteur agricole et horticole, d'autres qui sont vraiment des unités de transformation, d'autres qui font des ingrédients pour d'autres unités de transformation, des négociants stockeurs, des sociétés qui apportent du service et aussi des universités comme Jean Blou Agrobiotech, des hautes écoles, et voilà. Donc, on a un peu tout ça. Sur la DIA, vous verrez qu'il y a quelques entreprises qui sont situées sur le territoire de Jean Blou et qui font partie de nos membres actifs. Alors, pour faire très simple, j'ai toujours l'habitude de présenter Wagralim, c'est un peu comme une grosse agence matrimoniale. Notre but, c'est vraiment d'aider toutes ces entreprises, tous ces acteurs à faire les meilleures rencontres possibles et les meilleures collaborations possibles pour que chacun puisse progresser, soit au niveau technologique, soit au niveau digital, dans la recherche de matières premières, de nouveaux produits, de procédés, des façons innovantes de s'organiser, de mieux former le personnel, d'aller sur des marchés à l'étranger ou en Belgique, ou encore aussi de progresser sur le chemin de la durabilité. Alors, le fait de travailler au quotidien avec tous ces acteurs, ça nous donne vraiment l'opportunité d'être un observateur privilégié du système et de ce qui s'y passe. Et donc, voilà, c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, on m'a demandé de travailler et de partager quelque chose avec vous. Alors, je vais faire un petit focus sur le développement durable parce que c'est quelque chose qui est très important pour nous et qui est très lié à l'avenir et au débat de ce soir, finalement.
Donc, il faut savoir que depuis avril 2014, en avril 2014, Wagralim s'est engagé comme coordinateur et animateur d'une démarche qui s'appelle la démarche d'avenir, qui est une initiative de la Fédération wallonne de l'agriculture dont Marianne est issue, de la Fédération des aliments pour les animaux, de Comeos Wallonie, qui est la Fédération de la distribution, et Fevia Wallonie, qui est la Fédération des industries alimentaires. Et donc, toutes ces personnes ont décidé de travailler ensemble en étant soutenues par la région wallonne pour essayer de faire progresser collégialement l'ensemble du système agroalimentaire wallon pour plus de durabilité. Alors, dans ce cadre-là, la durabilité, le développement durable, ce n'est pas quelque chose qui est toujours facile à appréhender. Et donc voilà, nous, au sein de ce projet, on voit le développement durable vraiment comme un processus d'amélioration continue et qui s'applique à un système agroalimentaire qui doit progresser. Donc, vous m'entendrez très peu parler d'alimentation durable ou pas durable, parce que pour nous, ça ne se classifie pas comme ça. C'est vraiment quelque chose de dynamique, c'est un processus. Et donc, voilà, la manière dont on le représente en général, on dit c'est toute une série d'activités économiques qui sont au cœur de la société humaine, qui doivent être créatrices de valeur ajoutée pour que chacun puisse gagner sa croûte. Ces activités, elles doivent s'insérer dans une société qui a des besoins et des aspirations. Et puis, on est dans un environnement qui a des ressources qui ne sont pas infinies et dont il faut tenir compte. Alors, l'objectif, en 2 mots, de ce projet, c'était vraiment essayer de développer une stratégie commune de développement durable entre tous les acteurs du système agroalimentaire wallon, qu'ils soient petits, moyens, grands, d'essayer de susciter et de mettre en lumière des initiatives concrètes, de favoriser les échanges et surtout de rendre tangible pour ces acteurs économiques qui doivent faire des choses aujourd'hui pour évoluer vers plus de développement durable, ce concept et de leur développer des outils de navigation pour les acteurs. Alors, en passant près de 6 ans sur cet Everest de projet dont j'ai eu le plaisir d'être le petit Sherpa, qui a à la fois guidé et parfois tiré un peu la cordée, j'ai eu l'opportunité, et Wagralim aussi, d'observer un peu tout ce qui se passait. Aujourd'hui, d'avenir, cette vision de développement durable, elle est devenue vraiment l'ADN de Wagralim et on essaye tous les jours, dans toutes les actions qu'on fait, de pousser cette progression du système agroalimentaire vers plus de durabilité. Voilà pour vous présenter un peu la structure. Je vais rentrer dans le sujet de la rencontre de ce soir. Quelle assiette finalement pour demain? Alors vous voyez sur la dia, j'ai mis une pile d'assiettes parce que vraiment pour Wagralim, la réponse à cette question, c'est des assiettes diversifiées qui sont issues d'un système agroalimentaire qui progresse sans cesse vers plus de durabilité et de résilience pour rencontrer les défis actuels et futurs. Et merci, Monsieur Aubruge, parce que vous avez largement brassé tous ces défis et donc ça me facilite le propos pour la suite. Alors, des assiettes diversifiées, pourquoi? Tout d'abord, pour rencontrer l'ensemble des besoins nutritionnels de chacun, quel que soit son âge, son sexe, le niveau d'activité qu'il a, le métabolisme et son état de santé. Des assiettes parce que les préférences et les besoins et les attentes des consommateurs, elles sont multiples et elles évoluent pas toutes dans le même sens. C'est clair qu'on a vu toute une série de tendances, mais elles sont pas nécessairement suivies par tout le monde. Et donc, voilà, il faut pouvoir avoir quelque chose de diversifié. Aussi parce que tout le monde n'a pas le même pouvoir d'achat et n'aura pas le même pouvoir d'achat demain. Je pense que la crise du Covid nous a fait aussi rentrer dans une sacrée crise économique qui va considérablement miner le pouvoir d'achat d'une grande partie de la population. Et ça, on ne sait rien y faire, mais ça va avoir un impact non négligeable sur la consommation alimentaire. En témoignent les pubs qu'on voit pour le moment au niveau des supermarchés. Gondola, qui est le magazine spécialisé dans tout ce qui est retail, le titrait il y a peu de temps. Les supermarchés se préparent à une nouvelle guerre des prix. Vous avez entendu la pub Aldi qui demande combien tu en as eu pour ton casier, pour te nourrir. Colruyt, Lidl, mais d'autres enseignes commencent à faire le pas aussi. Et ça va amener clairement de la pression à la fois sur les fournisseurs de cette grande distribution, qu'ils soient agriculteurs ou transformateurs, et aussi sur les gens qui ont la chance de faire des marques eux-mêmes.
Alors, pour aller vers plus de durabilité et de résilience, il faut faire des assiettes diversifiées qui permettent de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc, il faut anticiper l'ensemble des risques climatiques, environnementaux, économiques, sanitaires, sociaux. Parce que si on met tous les œufs dans le même panier et que le panier tombe, ben, les œufs risquent de se casser tous en même temps. Alors, la diversité du contenu des assiettes, c'est important aussi pour ne pas épuiser les ressources. Si on mange tous la même chose, si on s'approvisionne tous de la même façon, on va épuiser l'ensemble des ressources naturelles qu'on a autour de nous. Et donc, c'est important qu'il y ait cette diversité. Par exemple, on ne pourrait pas tous être et vegan et bio, parce que pour avoir du bio, ben, il faut de l'élevage, et donc il faut des animaux qu'à un moment donné, il va falloir manger aussi. Pourquoi? Parce que pour faire du bio, il faut des engrais organiques, sinon on va épuiser les sols. Donc, il y a chaque fois quelque chose à trouver, un équilibre à trouver, et cet équilibre se trouve souvent dans la diversité. Alors, il faut des assiettes qui sont issues d'un système agroalimentaire qui progresse sans cesse vers plus de durabilité, de résilience pour rencontrer les défis. Pourquoi? Parce que remplir les assiettes, ça demande d'abord de la collaboration entre un grand nombre d'acteurs qui doivent interagir efficacement entre eux. Parce qu'au-delà de la crise du Covid qu'on connaît maintenant depuis mars et qui n'est pas encore finie, il y a beaucoup d'autres chantiers qui nous attendent encore et beaucoup d'autres crises similaires ou d'autres ordres qui vont encore survenir par la suite. Et donc, voilà, ce qui s'est passé ici pendant le confinement, c'est une modification de nos habitudes, mais qui va encore se modifier aussi. Alors, il faut aussi une dynamique d'amélioration continue pour apporter un large éventail de solutions diversifiées. Et il faut du coup donner la possibilité aux acteurs de s'adapter sans cesse et de progresser sans cesse. Donc, on n'est pas dans un monde qui privilégie une seule voie que tout le monde doit suivre pour composer les assiettes de demain. Et je pense que dans le futur, ça va être encore de plus en plus vrai. Il faudra de nouveau essayer de bien appréhender toute la complexité du système pour ne pas prôner des solutions uniques qui seraient trop simplistes et déconnectées du terrain et qui nous feraient de nouveau prendre tous la même voie. Alors, une chose, c'est parce qu'un système qui progresse en permanence, parce qu'on n'est jamais durable une bonne fois pour toutes, vu qu'autour de nous, l'environnement, le contexte, il évolue sans cesse. Et donc ça, il faut le prendre en compte également. Donc, on a la chance finalement d'être dans un système alimentaire qui est complexe et ouvert, et ça, il faut le prendre comme un atout. Et on va voir qu'actuellement, dans cette période-ci, il y a parfois un peu un sentiment de repli sur soi-même, mais que ce repli sur soi-même peut être aussi vecteur de danger pour la suite. Alors, quels sont les ingrédients qu'il faut maintenant pour assurer de remplir ces assiettes diversifiées? Le premier ingrédient, c'est essayer de créer suffisamment de valeur ajoutée. Alors, les historiens disent toujours, se nourrir, c'est un besoin essentiel. Mais nourrir, ça reste une activité économique. Alors, les historiens disent toujours, l'agriculteur, c'est celui qui a déchargé le citoyen de devoir finalement produire sa propre nourriture. Et moi, je rajouterais l'agriculteur et tous les métiers en amont et en aval de cet agriculteur. Aujourd'hui, on n'est quasi plus obligé de produire nous-mêmes notre nourriture pour subvenir à nos besoins. Alors, il y a des régions de la planète où ce n'est pas le cas, mais en tout cas, en Belgique, il y a des gens dont c'est le métier et qui donc gagnent leur vie en faisant ça, qui font à manger pour nous. Produire cette nourriture, ça demande du travail à différents niveaux. Autour de la production d'un aliment, il y a plusieurs métiers qui savent faire. Par exemple, en production végétale, il y a les gens qui vont produire les semences et les intrants qui vont aider les agriculteurs. Il y a bien sûr les agriculteurs qui mettent tout ça en œuvre. Et puis, il y a ceux qui vont devoir peut-être stocker ce que l'agriculteur a récolté, puis ceux qui vont transformer, cuisiner, conserver pour aider ces aliments à se déplacer finalement jusque chez nous. Bref, il y a une série de personnes qui doivent être rémunérées de ce travail.
et donc, pour le travail qu'elles ont fourni et qui, de facto, grâce à cette rémunération, vont devoir se nourrir elles-mêmes. Donc, c'est important à un moment donné de sortir d'une vision un peu bucolique ou Martine à la femme, comme disait mon vieux prof de socio. Il faut produire la nourriture, la transformer, la conserver. Ben, c'est un vrai métier qui demande un vrai savoir-faire pour pas mal de gens. Et donc, c'est pas uniquement quelque chose qui est un hobby, un yaka. Et donc, c'est une vraie activité économique. Même si, pour toute une série de personnes, c'est une activité économique qui est agréable à faire, qui est ressourçante, etc. Alors, créer suffisamment de valeur ajoutée, c'est important pour pouvoir rémunérer équitablement l'ensemble des acteurs de cette chaîne, y compris les producteurs agricoles, mais pas que. Donc, il y a tous ces autres producteurs, enfin, transformateurs, stockeurs, etc., c'est important aussi. Et c'est, comme je l'ai dit, aussi beaucoup d'emplois en région wallonne. Alors, créer de la valeur ajoutée, Monsieur Aubruge l'a bien présenté aussi, ce n'est pas que une question de prix. Donc, c'est aussi essayer de répondre à toute une série d'attentes que les consommateurs vont avoir et qui vont dès lors leur donner envie de consommer ces produits ou créer le besoin chez eux de consommer ces produits. C'est ce qu'on appelle un peu les rendements d'échelle décroissant. Plus les produits seront consommés, plus il y a quelque part une marge qui permet d'être répartie équitablement entre tout le monde. Alors, les constats actuels et les dangers que nous, on voit actuellement, c'est qu'on observe beaucoup dans le discours politique et dans les médias, etc., un peu cette envie de mettre toutes les responsabilités sur les épaules des producteurs qui, aujourd'hui, doivent non seulement produire la matière première, mais en plus, ils devraient développer des filières, assurer la valorisation, etc. Et pour nous, c'est un danger parce qu'un agriculteur, il a déjà beaucoup de tâches à faire dans son activité de production. Et on doit se poser aussi la question, mais combien d'heures il lui reste après avoir fait toutes ces activités de production pour faire beaucoup de travail. Donc, un des dangers actuels, c'est de ne voir le système agroalimentaire que dans la responsabilité des producteurs agricoles et de leur dire, c'est vous qui devez transformer vous-même, c'est vous qui devez faire ceci, vous devez créer des circuits courts, des magasins à la ferme, etc. On pense que c'est quelque chose qui ne va pas amener beaucoup de résilience et qui risque d'accabler aussi la production des agriculteurs. Alors, il ne faut pas oublier aussi cette crise économique qui est induite par le Covid et qui va fragiliser beaucoup l'ensemble de l'économie agroalimentaire. Alors, c'est vrai qu'on a vu beaucoup les grandes surfaces courtiser les producteurs et les transformateurs locaux pendant la crise, mais nous, sur le terrain, on observe déjà que certains ont déjà beaucoup moins de succès et à cause de cette crise économique, de nouveau, certains distributeurs se disent il y a moyen de trouver moins cher ailleurs, donc on va aller voir ailleurs. Donc voilà, le circuit court, c'est chouette, ça apporte beaucoup de choses, mais ça représente aussi un danger. Alors, il faut aussi cultiver une vision à 360 degrés. Ça, c'est quelque chose d'important. Les paramètres qui influencent les marchés, le fait que des produits vont être consommés ou pas, ou vont être disponibles ou pas, ça dépend de nombreux facteurs. Enfin, ils sont nombreux, ces paramètres. Il faut faire attention aux trends makers, au wishful thinking. C'est vrai que de nouveau, dans la presse, actuellement, on entend beaucoup de choses qui poussent qui voudraient pousser les transformateurs, les producteurs à aller vers du bio, du circuit court, du naturel, etc. Mais de nouveau, il faut voir si les comportements observés pendant la crise, c'est vrai qu'il y a toute une série de ces modèles qui ont été fortement poussés pendant la crise, beaucoup de digital aussi. Est-ce que ça va perdurer après la crise ou pas ? Donc, pour nous, c'est très important de bien sonder les attentes des consommateurs et les comportements réels des consommateurs avant de se lancer dans une activité qui va apporter de l'alimentaire sur le marché, etc. Il faut bien étudier aussi le contexte dans lequel on évolue. Quels sont les facteurs indirects qui vont à un moment donné casser le marché peut-être ou amener des effets inattendus. Quelque chose dont on a très peu entendu parler finalement alors que c'est
aussi grave que le Covid, c'est la sécheresse de ces derniers mois. Et de nouveau, si on ne prend pas ça en compte au moment où on lance son projet alimentaire, où on réfléchit à comment on va approvisionner ce système agroalimentaire, on peut se retrouver très très vite dans une situation très complexe. Il faut du coup évaluer les risques et les opportunités d'une activité à 360 degrés. Donc, regarder bien l'ensemble des piliers de la durabilité. Quels sont les impacts sociaux, économiques, environnementaux qu'on va avoir à se lancer dans une activité ou pas. Alors, les constats actuels et les dangers, c'est ce qu'on observe nous un peu tous les jours chez Wagralim, c'est qu'on peut vite se laisser aveugler par les infos qui sont relayées un peu trop vite dans les médias, par des sondages qui ne sont pas toujours très robustes ou par des opinions, sans les remettre en perspective et en contexte. Et donc, si on veut des assiettes diversifiées demain, il faut vraiment permettre aux acteurs qui remplissent ces assiettes de pouvoir prendre en compte tous les paramètres qui risquent d'affecter l'activité pour être sûr d'être résilient une fois qu'il arrive quelque chose. J'avais un chef d'entreprise qui me disait, mais finalement, le développement durable, c'est un peu faire constamment une analyse de risque à 360 degrés qui va bien au-delà du périmètre de mon entreprise. Alors, un troisième ingrédient pour avoir ces assiettes diversifiées, c'est vraiment reconnaître l'importance de la diversité des approvisionnements, des marchés, des produits et des manières de faire. On insiste souvent dessus. La Wallonie, ce n'est pas une île et je comprends la tentation actuelle de se dire « Ah là là, on vit une crise, il faut vraiment qu'on relocalise toute une série de choses chez nous. » Oui, mais on verra pourquoi après. Il faut savoir quand même que la Wallonie n'est pas en mesure de produire tout pour remplir les assiettes de tous ses consommateurs. Donc, pour nous, il faut appréhender au minimum la question au niveau du territoire belge et européen. Et pour certaines choses, on a parlé de certaines superfoods notamment, il faut aller au-delà des frontières parce que malheureusement, on n'arrivera pas à les produire chez nous. Ou en tout cas, pas avec un coût énergétique qui reste raisonnable étant donné les enjeux. Il faut une diversité des approvisionnements à tous les niveaux. Donc, c'est-à-dire qu'au sein d'une entreprise qui fabrique des choses, il ne faut pas qu'un seul fournisseur. Alors, on l'a vu dans le cadre des masques ou du matériel médical, mais ça s'applique également au domaine alimentaire. Si on mise tout l'approvisionnement sur un seul fournisseur, sur une seule région, et que ce fournisseur ou cette région connaît une catastrophe ou un problème, on risque d'avoir des pénuries, on risque surtout d'avoir des prix qui s'envolent. Et dans le cadre dans lequel on va être aujourd'hui, ça peut avoir des conséquences très, très importantes. Il faut une diversité des lieux et des modes d'achat. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, 85% des personnes font quand même toujours leur courses en supermarché. De nouveau, pendant le confinement, il y a eu beaucoup plus de déplacements vers des magasins à la ferme ou des choses comme ça. Il y a eu beaucoup plus de gens qui ont acheté par Internet, mais ça reste quelque chose de contextualisé. On ne sait pas à l'heure actuelle si ces comportements d'achat vont rester en place une fois que les gens recommencent à travailler, sont plus en home working, une fois que les gens ont parfois perdu leur emploi. Il y a quand même 186 000 pertes d'emploi qui sont déjà annoncées en Belgique rien que sur la période du confinement. Et il faut quelque chose qui permette vraiment de rencontrer la diversité des situations qui sont rencontrées par les ménages, qui sont parfois des familles avec un bon revenu, parfois des familles monoparentales avec beaucoup de difficultés, parfois des gens qui travaillent avec des horaires qui sont complètement différents. Et donc, notre système doit être assez résilient que pour pouvoir approvisionner tout le monde. Il y a une diversité de façons de faire, de façons de produire qui est importante. Pourquoi ? Parce que dans le chef des producteurs, des transformateurs, etc., il y a chacun son métier, ses savoir-faire qui doivent bien entendu évoluer, mais on a aussi chaque fois un patrimoine, un historique, des ressources à mettre à disposition. Et cette diversité dans les façons de faire, dans les façons de produire, dans les cahiers des charges, etc., elle est très, très importante pour la résilience du système.
Alors, les constats actuels que nous, on fait et les dangers qu'on y voit, mais c'est qu'on entend beaucoup dans le discours des idéologies autour de l'autonomie, donc de nouveau le repli sur soi, qui pour nous est une menace autant pour le développement durable que pour la résilience du système. Et puis alors, on en parlait, les fameuses applis. Alors, les applis, elles ont un autre danger pour nous. Elles sont parfois très, très intéressantes, mais pour d'autres, très peu intéressantes. Mais elles classent toujours les produits et les visions qui sont derrière ces applis sont souvent très simplistes. Et quelque part, ça désengage un peu le consommateur à réfléchir à la manière dont les produits qu'il mange se déplacent, ont été produits, correspondent à ses besoins ou pas. Et quelque part, on a un peu des moutons parfois qui se laissent guider parce que c'est plus simple, parce qu'on n'a pas le temps, parce que plein de raisons qui sont tout à fait valables. Mais ça reste néanmoins pour nous un danger. Alors, le quatrième et dernier ingrédient, c'est vraiment essayer de favoriser la collaboration et le dialogue entre les acteurs. C'est très important. Il faut que cette collaboration, elle se fasse déjà entre acteurs économiques. Alors, pourquoi ? La collaboration, c'est un facteur clé de développement durable parce qu'aux deux bouts d'une chaîne de valeur, vous pouvez avoir deux acteurs qui sont de très bonne volonté, qui vont se dire, avec les meilleures intentions du monde, je vais mettre en place telle ou telle action pour contribuer à plus de durabilité, plus de qualité, moins d'impact, etc. Mais il n'est pas rare de se rendre compte que ces activités qui sont en amont et en aval, par exemple, de la filière, vont être contre-productives, tout simplement parce que les gens n'ont pas échangé, n'ont pas dialogué. Et donc, c'est très important de regarder les choses pas à l'échelle d'une manière de faire au sein de l'entreprise ou chez un agriculteur ou chez un distributeur, mais de regarder comment les choses s'imbriquent à l'échelle du système. Et pour ça, il faut que les gens se parlent, se connaissent, etc. Alors, il faut aussi favoriser la collaboration avec les acteurs des recherches, qu'elles soient agronomiques, économiques, industrielles, de sciences humaines, parce que c'est ce qui permet aussi aux acteurs économiques d'évoluer et ce qui permet aussi à la recherche d'évoluer en étant bien consciente des réalités de terrain. Et il faut que les recherches entre elles se parlent aussi si on veut quelque chose qui nourrit durablement le système agroalimentaire. Alors, il faut aussi favoriser la collaboration et le dialogue avec les citoyens, les consommateurs. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important de bien comprendre les besoins de ces consommateurs et de ces citoyens sans que ça devienne un diktat. Parce que chacun a son métier et ses connaissances, chacun a la possibilité de voir une partie du système, mais pas nécessairement tout. Et c'est important de s'informer mutuellement des réalités pour ne pas avoir des attentes qui sont complètement déraisonnées par rapport aux ressources qu'on a chez nous. Il faut aussi favoriser cette collaboration et ce dialogue avec et entre les autorités publiques. Chez Wagralim, on est souvent confronté à ça. Le système wallon est tel qu'il y a beaucoup de silos. Et donc, entre, par exemple, la DG qui s'occupe de l'agriculture et celle qui s'occupe de l'économie, il n'y a pas toujours ce dialogue qui serait nécessaire à avoir quelque chose de cohérent. Et donc, ça, c'est très, très important de le mettre en place. Alors, les constats actuels et les dangers que nous, on voit actuellement, c'est les clichés. Les clichés ont la vie dure et donc un agriculteur, ce n'est pas toujours ce que fait un transformateur. Il s'imagine parfois que parce que il utilise un procédé qui est chimique, entre guillemets, que ça dénature complètement l'aliment qui en sort. Je rappelle toujours que Hervé Tisse disait ça souvent, la cuisine, c'est de la chimie déjà, donc transformer l'aliment pour le conserver ou pour pouvoir le manger ou pour pouvoir lui donner de la saveur, c'est quelque part déjà de la chimie. Et donc, il y a toute une série de clichés à renverser. À l'inverse, les transformateurs ne sont pas toujours au courant de tous les efforts que les agriculteurs font pour apporter un produit de qualité. Et donc, de nouveau, il est très, très important de favoriser le dialogue entre ces différentes composantes du système agroalimentaire, etc. Alors, les silos, j'en ai parlé. Et puis alors, le dernier constat actuel qui sera un peu aussi mis en évidence dans ma conclusion, que je vais faire tout de suite, c'est le « il n'y a qu'à créer des filières ». Alors, on entend très fort ça pour le moment dans les discours politiques. Chez Wagralim, ça nous fait toujours un peu sursauter parce que des filières, on en accompagne pas mal.
Ici, je vous en ai mis 3. Par exemple, Walep, qui est une filière qui vise à créer les débouchés industriels nécessaires pour valoriser l'épeautre des agriculteurs dans du food. Pour le moment, c'est beaucoup pour les animaux. Marguerita Picot, qui a un cahier des charges, une coopérative multi-acteurs qui permet de valoriser le lait produit et transformé dans une dynamique de développement durable par toute une série d'agriculteurs. Et puis derrière, il y a des entreprises qui en font des fromages, toujours en respectant ce cahier des charges. Et puis la filière pois, qui est une filière qui est en train de se construire et qui permet d'essayer de mettre en place des pois protéagineux à haute valeur protéique, parce qu'aujourd'hui, il y a une demande pour des protéines végétales à côté de celles pour les protéines animales, qui peuvent à la fois nourrir l'homme et nourrir les animaux, en évitant par exemple d'importer des sojas pour tout ce qui est monogastrique, donc les poulets, les porcs, etc. Alors ces filières locales, c'est le mot qui est sur toutes les lèvres pour le moment. Alors c'est certain qu'il y a des opportunités en Wallonie de créer des nouvelles activités économiques liées à l'alimentaire. Il y a des chaînons manquants, très probablement, des produits qui pourraient mieux valoriser les matières premières agricoles qu'on sait très bien faire ici. Il y a peut-être des matières premières à cultiver ou à élever qu'on ne fait pas encore chez nous et qui pourraient se faire. Mais il faut jamais perdre de vue que ça prend du temps à se construire ces fameuses filières. Nous, en moyenne, on se rend compte qu'il faut 5 à 7 ans pour qu'une filière qui a pris en compte tous les ingrédients que je vous ai passés en revue ici il y a quelques minutes, et que ça demande à la fois un soutien des consommateurs qui, en bout de course, vont consommer, vont soutenir quelque part par leurs achats qui vont soutenir par leurs achats le travail que tous ces gens vont faire. Et puis aussi, il faut des politiques, des moyens publics qui vont permettre d'avoir cette meilleure collaboration entre les acteurs, de prendre du temps et d'avoir des moyens pour mieux étudier les marchés, les besoins des consommateurs, d'avoir cette vision à 360 degrés, parce qu'aujourd'hui, ça fait un peu défaut. On pousse très très vite les gens à mettre sur le marché sans prendre en compte le contexte dans lequel ils sont. Et donc, ça les met dans des risques et ça fait que toute une série d'initiatives finissent par se casser la figure parce qu'on n'a pas su bien réfléchir. Il faut aussi pas mal de moyens pour décloisonner les mécanismes de recherche, aider les différents acteurs à collaborer entre eux, sortir peut-être un peu du small is only beautiful. Donc, c'est vrai que ce qui est petit, c'est assez mignon. Ce qui est tout près de chez nous, ça nous rassure parce qu'on a un œil dessus. Mais il y a quelque chose à faire aussi à une échelle plus large, à une échelle régionale, à une échelle belge, à une échelle européenne. Et c'est tout aussi important pour la résilience de notre système alimentaire. Et puis, il y a vraiment un besoin que les autorités publiques écoutent peut-être plus les professionnels de terrain sur les réalités qu'ils rencontrent. Ce sont quelque part des experts. Et c'est vrai que les mouvements citoyens, les groupes d'intérêt, etc., doivent être écoutés, mais parfois sont plus écoutés que les professionnels de terrain, et on en arrive à des situations qui sont un peu tendues sur le terrain. Donc voilà, c'était très, très, très rapide, et je peux répondre à toutes vos questions par la suite, il n'y a pas de souci. Un grand merci, Madame Botson. Je sais que Sylvie qui avait déjà une petite question. On va faire rapidement peut-être. Si Sylvie veut bien poser la question. Est-ce qu'on m'entend? Voilà. Oui, on t'entend. Oui, la question en fait est une question que nous avions, qu'on a récupérée par la suite, mais qui était pour Monsieur Aubruge. Alors soit on la pose maintenant, voilà. soit on la pose. Oui, allez-y. Après. Mais ça permet peut-être aux autres de réfléchir aux éventuelles questions à vous poser, Madame Botson. Mais donc, je ne sais pas, Monsieur Aubruge, si vous m'entendez. Donc, la question était vraiment par rapport à l'agriculture urbaine, à savoir si on avait des chiffres et si c'était un effet de mode ou vraiment une vraie opportunité. Donc, une question posée par Monsieur Dispa. Vous m'entendez? Oui, parfait. En fait, ça a été au début un effet de mode. En fait, l'agriculture urbaine, il faut intégrer 3 paramètres. Elle ne peut réussir. Dans les pays anglo-saxons, elle a très bien réussi.
Dans les pays asiatiques, elle a très bien réussi. Et en Europe, elle peine à réussir. Alors, les raisons, elles sont surtout économiques. Il y a peu de risques qui sont pris par les pouvoirs publics pour développer une agriculture urbaine. Ce qui est différent en Asie, où véritablement en Asie, il y a une politique d'expansion et de développement d'un modèle d'agriculture urbaine lié à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Par contre, dans les pays anglo-saxons, ça a fonctionné parce qu'on lie l'agriculture urbaine à trois aspects. La production, l'écologie, c'est important, sensibiliser les populations à la plante, à la culture, et l'aspect social. On s'est rendu compte qu'une agriculture urbaine, ça permet vraiment de faire des liens sociaux. Quand vous êtes, par exemple, dans le Bronx, il y a beaucoup de projets sociaux qui sont développés autour de l'agriculture urbaine. Et le succès de cette agriculture urbaine, qui, dans le cadre des pays anglophones, est plus un succès où on y met une part de productivité, mais une part d'action sociale. Et ça lui donne une autre dimension. Donc, chez nous, on n'arrive pas vraiment. Il y a des initiatives qui émergent un peu partout, à Bruxelles. Moi, j'en drive une à Liège, d'une taille plus ou moins importante, mais ça fait 7-8 ans. C'est très difficile à monter parce qu'on n'a pas nécessairement les bons soutiens pour pouvoir le développer. Voilà. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire en Europe là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui se font ailleurs, en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Aubruge. Alors, des questions pour Madame Botson, peut-être rapidement, parce que effectivement le temps passe, Laura. Hein. Tout à fait, tout à fait. S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe à l'exposé de Madame Strey. Voilà, en sachant que s'il faut prendre 5 minutes à la fin pour reprendre des questions liées, que ce soit pour Monsieur Aubruge, Madame Botson, Madame Strey, il n'y aura pas de souci avec ça. Hein. Donc, n'hésitez pas à soit les noter dans la conversation pour ceux qui n'ont pas envie de s'exprimer en direct, ou alors simplement de faire aller le petit pouce et on vous donnera avec plaisir la parole. Et nous surveillons aussi tous les téléspectateurs sur Facebook qui sont bien présents et qui suivent la conférence. Merci à eux. Voilà. Ben voilà, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci de nous donner la possibilité, nous les agriculteurs, de pouvoir s'exprimer aussi dans ce genre de débat. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi, je n'ai pas de PowerPoint, donc je vais essayer de réfléchir avec vous à quelques lignes qui nous intéressent, nous les producteurs. Et le premier point que j'avais relevé, pour savoir ce qu'on allait manger demain, je pense qu'il faut bien se reposer une question qu'on a peut-être oubliée et qui est réapparue ici avec la souveraineté alimentaire. Avec la crise, c'est la question de la souveraineté alimentaire. Je parlerai ensuite de comment on produit, comment on a produit hier, comment on produira demain et surtout à quel prix. Et revenir, mais très très vite, parce que ça a été abordé par les deux conférenciers précédents sur l'information aux consommateurs. Donc la souveraineté alimentaire, c'est garantir à notre population son approvisionnement alimentaire. Aujourd'hui, pour nous, agriculteurs wallons, il y a la Wallonie, mais on pense et on réfléchit territoire européen puisque nous sommes sur un grand marché ouvert avec des règles qui dépendent principalement de directives européennes. Et autre chose à rappeler, c'est qu'en tant qu'agriculteurs, nous travaillons avec du vivant, avec la nature, avec le climat. Et donc, comme Françoise l'a dit, inutile de rappeler que c'est la 4e sécheresse d'affilée et que ça pose aussi des soucis, et, y compris en souveraineté alimentaire, ça peut poser aussi des soucis dans le futur. Alors dire qu'en tant qu'agricultrice, mon premier rôle, et c'est celui vraiment auquel on tient, c'est de produire de l'alimentation, même si tout ça doit se faire dans le cadre de la durabilité, dont un des piliers est l'environnement. Donc ça, c'est sans souci, on doit rendre d'autres services parallèlement et en même temps que cette production.
Et il y a l'entretien des paysages, etc. Et puis il y a tout ce qui est production non alimentaire, que ce soit par exemple le lin ou de l'énergie verte, donc que ce soit en production végétale non alimentaire ou même animale, et puis tout ça sur base de quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui, mais qu'on a toujours vraiment utilisé en agriculture, c'est l'économie circulaire, même si on peut toujours faire mieux. Mais cette économie circulaire me permettra de rappeler aussi ce qui a déjà été dit et qui est vraiment quelque chose à garder en mémoire si on veut encore de la production chez nous demain et pouvoir être nourri. C'est le lien entre l'animal et le végétal qu'il ne faut absolument pas dénigrer. Et on a parfois tendance aujourd'hui à vouloir segmenter nos productions et en supprimer une partie, mais vraiment, il faut se rappeler ce lien entre le végétal et l'animal. La crise qu'on vient de vivre, qui est inédite et qui est très importante, avec des conséquences qu'on aura dans toute la société, y compris sur notre secteur dans les mois et les années à venir, nous a quand même démontré une chose, c'est que notre système alimentaire wallon, belge, européen a tenu le coup. Donc, tant au niveau des producteurs qu'au niveau de la filière entière, amont et aval, nous avons pu nourrir notre population. Nous avons pu aussi, même si on a quelques soucis au niveau de certaines de nos filières, telles que la transformation des pommes de terre à destination des produits surgelés, et j'aime quand même à rappeler aussi que nous sommes le premier exportateur mondial de produits à base de pommes de terre surgelées sous toutes ses formes. Il n'y a pas que la frite, et que là, on a eu quand même un ralentissement fort des débouchés. Il y a de fait l'exportation, mais qui n'est pas la seule cause. Il y a aussi l'arrêt de l'ORECA, et j'en reparlerai tout à l'heure, enfin tout de suite, ainsi que l'arrêt de toutes les festivités, parce que le Belge, et il faut se rappeler nos habitudes et nos cultures aussi alimentaires, non seulement aujourd'hui consomme de plus en plus à l'extérieur du domicile, ce qu'il n'a pas pu faire pendant ici la crise qu'on vient de vivre ou qu'on termine, voilà, pendant le confinement, mais également que la frite bien belge n'est pas consommée à la maison, elle est consommée lors de grands événements tels que Namur en mai, puisqu'on est dans la province de Namur, ou si on voit un peu plus large, tout ce qui est fête de la musique et foire de Libramont, etc. Donc, les débouchés qui n'ont pas pu se faire sont aussi dus à notre façon de consommer, nous, consommateurs belges. Alors, comme je viens de le dire, fermeture de l'ORECA, augmentation des achats alimentaires, tant dans les grandes surfaces que dans nos magasins à la ferme, plus de 25% dans les grandes surfaces, parfois dans certains magasins à la ferme, plus de 50%. Donc, grande capacité d'adaptation, même si il y avait des limites, et belle opportunité d'essayer aussi, même si, et Françoise le sait, moi je n'oppose jamais les systèmes comme elle, j'insiste sur la diversité, tant au niveau des producteurs qu'au niveau des débouchés, qu'au niveau de la façon dont on produit, des modes de production et de la façon dont le consommateur s'approvisionne. D'ailleurs, le consommateur ne fait pas la même chose à tous les moments de la journée. À midi, il est hors domicile, le soir, c'est en domicile, le week-end, c'est peut-être les restaurants. Voilà, on est diversifié, et cette diversité est une grande chance à préserver. Pas de modèle unique, ni pour le consommateur, ni pour les filières, ni pour les producteurs et les productions. Donc, voilà. Et donc, comme Françoise, on se pose beaucoup de questions quand on va réouvrir ici toutes les activités, retrouver tous nos vies sans doute différemment et sans aucun souci, tous différemment, mais quelles sont les habitudes que nous garderons du confinement et quelles sont les habitudes que nous reprendrons d'avant-confinement. Tout ça, c'est la grande interrogation, et voilà, à nous de rester adaptables à la situation, et puis d'essayer de garder ces producteurs. Donc, on a tenu bon, mais aussi parce qu'on a été reconnu comme activité essentielle. On a pu continuer à travailler. La cellule de crise a autorisé tant l'amont que l'aval à continuer à travailler et à voir sous certaines conditions
les travailleurs qui ont pu continuer leur travail. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui va vous parler, mais moi, j'ose dire qu'il y a eu, pendant cette crise, une exception agricole. Ça, on pourra en reparler, c'est votre projet, donc en tout cas, c'est un des projets du CDH. Et donc, cette crise a donc pu nous rappeler l'importance de se préoccuper de nos besoins essentiels, qui est l'alimentation est un de ses premiers besoins, et de cette souveraineté alimentaire qui n'est pas quelque chose de non fragile, parce que je ne ferai pas de parallèle avec les masques, mais si j'ose faire un parallèle avec l'embargo russe, où nous, producteurs de pommes et de poires, avons quand même fort souffert des conséquences d'un embargo sur les productions agricoles européennes suite à un problème politique. J'aime à rappeler quand même qu'il est important de ne pas dépendre du reste du monde pour se nourrir, parce que je n'ose imaginer si c'était la Russie qui nous nourrissait, quelles conséquences aurait pu avoir cet embargo qui a été catastrophique pour les producteurs de fruits, je le répète, mais si ça avait été sur notre approvisionnement alimentaire, donc dans l'autre sens. Donc, ce ne sont pas des vains mots. Et même si depuis plus de 40 ans, pour moi, cette souveraineté a déjà été fortement mise à l'épreuve, notamment à cause de la politique des prix bas, qui est une politique de promo. Nos matières premières telles que le lait, la viande et certaines matières agricoles sont des produits d'appel. Et pendant cette crise où il y a eu des grands appels à retour au local, retour aux produits agricoles, tout ça est formidable. On a aussi eu à côté, lorsque la cellule de crise a interdit les promos dans les magasins, des réactions très très vives des consommateurs qui ont vu une note alimentaire augmenter, sans doute due à notre façon de consommer qui a été différente, mais due principalement au fait que les promos ont été interdites, promos qu'on a dû, suite à des forces très fortes et des rouspétances, réautoriser aux grandes surfaces au niveau politique. Donc, tout ça pour dire que les prix bas, c'est aussi un problème sur notre revenu, parce que le fil rouge aujourd'hui de toutes les questions au niveau des exploitations, c'est quand même notre revenu et des difficultés à couvrir nos coûts de production avec les prix de vente sortis fermes. Et donc, un revenu insuffisant et une grande question qui est bien concrète, telle que le réchauffement climatique et le dérèglement climatique, qui aujourd'hui est bien concret et bien intégré par les agriculteurs. Cette autre question bien concrète, c'est la disparition du nombre d'exploitations en Wallonie. On n'a plus aujourd'hui que 12 000 exploitations. Donc, en 10 ans de temps, on a perdu plus de 20%. Et dans ces 20%, plus de 31% concernent l'élevage tant laitier que de viande bovine. Donc, des grandes questions à se poser. Nos jeunes sont là, ils ont envie de reprendre les exploitations. La complexité du métier, la complexité aujourd'hui de tout ce qui est législation, toutes les couches qu'on nous rajoute, l'administratif qui prend une grande part et surtout et d'abord les lourds investissements avec un revenu qui n'est absolument plus assuré, des politiques qui sont peu constantes et qui ont peut-être l'air, si je prends la PAC, peut-être que 7 ans, ça paraît long pour une politique, mais au niveau du monde agricole, les investissements, c'est 18, 25 ans, et donc une politique qui change tous les 7 ans fortement pose aussi un problème de vision et de repères pour les agriculteurs, et nos jeunes ne sont plus toujours prêts à prendre de tels risques parce que c'est réellement économiquement risqué. Alors, à côté de tout ça, mais il y a aussi tout ce qui est, je l'ai dit, normes de plus en plus strictes et la montée en gamme de nos productions. Et donc, je vais aller très, très vite, mais parce que j'ai vraiment envie aussi, par rapport à la souveraineté alimentaire, de revenir un peu sur la remarque de la Russie et de la mondialisation.
avec la grande question des accords bilatéraux et de cette compétitivité que nos produits européens, à cause ou grâce à notre montée en gamme, je ne sais pas comment le présenter, perd de la vitesse et on a vraiment une mise en concurrence par rapport à des produits venant d'Amérique latine, si je prends la viande, qui sont pour nous aussi des gros problèmes. Premièrement, parce qu'on importe, si je reprends la viande bovine, des produits qu'on produit chez nous déjà en quantité suffisante. Et deuxièmement, on nous demande à nous, et le programme de la PAC future, avec tout ce qui est politique et prévision européenne de volonté, tant dans le programme biodiversité que dans le programme de la fourche à la fourchette, nous demande encore plus de verts. Alors nous sommes tout à fait prêts à être encore plus verts, mais voilà, il faut qu'on soit encore là demain aussi. Et donc, il faudrait être cohérent. Et on a une impression qu'au niveau de la politique européenne, ça manque de cohérence. Il nous faut un budget PAC à la hauteur des ambitions, mais il nous faut aussi de la cohérence dans les choix politiques. On ne peut pas nous demander d'être plus verts et importer chez nous des produits qui ne correspondent pas à l'agriculture qu'on désire chez soi. Donc ça, c'est toutes des questions aussi qu'on doit se reposer, parce que si je reviens à la souveraineté alimentaire, si on n'a plus d'agriculteurs demain, eh ben, on dépendra du reste du monde pour se nourrir et ça peut être fortement problématique. Donc, il y a cette grande question aussi du modèle d'agriculture qu'on veut pour demain. Et comme l'a dit Françoise, il y a différentes solutions. Mais voilà, il y a l'agriculture paysanne qui a toute sa place. Il y a l'agriculture familiale qui, pour moi, est celle qui est la plus amène à répondre à tous les défis qui se posent aujourd'hui à notre société, y compris l'agriculture paysanne. Mais il y a le danger aujourd'hui de toutes ces couches de législation et de normes et de contrôles dont je vais parler après, qui font que cette agriculture familiale, qui est encore le modèle majoritaire en Wallonie, puisque 85% de notre main-d'œuvre est de l'agriculture familiale, et vient de la famille plutôt des agriculteurs, est toujours celle qui a sans doute l'impression d'être celles qui correspondent moins aux soi-disant demandes du citoyen et en même temps de subir un moment vraiment des difficultés économiques qui font que la famille est en péril et donc la main-d'œuvre quitte l'exploitation, on travaille à l'extérieur à mi-temps où les épouses quittent et s'enchaînent alors des problèmes sociaux, des problèmes de surcharge de travail, d'organisation du travail et de découragement et de non-reprise par nos jeunes de nos exploitations. Et puis au niveau de cette souveraineté alimentaire, moi je ne veux pas la ramener uniquement au local et aux producteurs européens qu'il faut absolument surprotéger. Ce n'est pas mes propos, parce que je veux vraiment veiller aussi à non seulement un équilibre alimentaire, une diversité des goûts dans l'assiette, parce que manger demain ou aujourd'hui, c'est d'abord du plaisir. Et ça, il faut le rajouter aussi et ne pas l'oublier. Et donc, il y a aussi un équilibre entre les producteurs du Nord et du Sud à préserver. Et donc, il est nullement question pour moi de promouvoir une alimentation ni aujourd'hui ni demain où on supprime la banane ou le café. Il y a tout un équilibre et cet équilibre, pour moi, il passera aussi parce que j'ai abordé il y a 5 minutes, c'est des accords entre pays où on ne transporte pas dans des pays de l'alimentation qui produisent ou qui pourraient produire et mettre en difficulté les productions du pays, ni ici ni là-bas. Donc c'est vraiment un équilibre aussi dans les échanges et plus d'éthique, il faut trouver dans ces accords vraiment de l'éthique. Alors au niveau de l'alimentation, aujourd'hui on est dans une partie du monde et la Belgique qui lave toujours plus blanc que blanc, où l'alimentation est saine. Ici, c'est la sécurité non plus alimentaire, mais sanitaire, une quantité en qualité.
en quantité et qui est produite de façon toujours plus durable. Même si c'est difficile à entendre pour tous, je vous certifie que au niveau des normes, chaque année ça change, chaque année ces normes sont de plus en plus exigeantes, tant sanitairement, qualitativement, environnementalement, au niveau du bien-être animal, au niveau de la lutte contre le dérèglement climatique, etc. On a toute une série de règles qui sont de plus en plus strictes, qui sont le résultat de la demande du consommateur, mais également de politiques qui suivent ces demandes et qui créent de plus en plus de législation. Et s'ensuit des contrôles qui sont nombreux, qui sont stricts. Il y a l'AFSCA, mais il y a aussi tout ce qui est contrôle de conditionnalité et région wallonne. Et nous avons aussi la DNF, la police de l'environnement. Voilà, on est bien encadré, on a une recherche de cellules d'encadrement multiples et on a aussi beaucoup de contrôleurs qui ne sont pas toujours simples au niveau stress à vivre, mais qui sont quand même gages de qualité de notre alimentation et de sécurité. Et si on ne suit pas toutes ces règles, ben, on est sanctionné financièrement. Et je peux vous dire que ça pose dans beaucoup d'exploitations beaucoup de soucis. Et j'aime à rappeler aussi qu'au niveau de l'AFSCA, nous sommes les meilleurs élèves et qu'on a 97% des contrôles qui se passent sans problème. Et si mes enfants avaient pour les grands étudié comme ça, ou mon petit dernier qui a quand même déjà 17 ans étudié comme ça et des bulletins de 97%, je serais très fière. Donc je pense que le monde agricole parfois a des soucis avec l'AFSCA. On s'en empare dans les médias ou au niveau politique, mais voilà, le bulletin est plus que réjouissant et il faut le rappeler. Alors en contrepartie à toutes ces exigences, on vit quand même quelque chose de très compliqué. C'est que malgré tout ce chemin qui est parcouru et le fait que, vous pouvez me croire, on travaille mieux aujourd'hui qu'hier et je pense qu'on travaillera mieux demain qu'aujourd'hui. Il y a non seulement une non-valorisation de tout le chemin parcouru, mais on a également des consommateurs et une mouvance qui est de plus en plus méfiante vis-à-vis, peut-être pas des agriculteurs, qu'apparemment on aime encore, mais de nos pratiques et surtout et aussi de nos produits. Et ça, c'est quelque chose de complexe, de difficile à vivre, mais aussi de très contradictoire, puisque plus il y a d'exigences, plus on nous demande d'aller vers une alimentation de plus en plus contrôlée et plus on a l'impression que le consommateur est méfiant, sans doute à cause de la perte du lien entre l'agriculteur, le consommateur et l'agriculteur, parce qu'un lien, ça se fait dans les deux sens. Une perte de la connaissance de la réalité de terrain, marketing de la peur, moi j'ose le dénoncer aussi, une communication tant sur les réseaux sociaux où tout le monde aujourd'hui est scientifique, que de certains journalistes qui ont autant de difficultés que les agriculteurs pour vivre et qui surfent un peu sur le sensationnel. Et donc voilà, plus Françoise en a parlé aussi, une parole donnée à toutes sortes de groupements qui ont exactement le même droit de parler des choses que moi et d'avoir des avis, mais qui parfois ne correspondent peut-être pas à ce que moi je considère réellement faire comme travail. Et puis des ONG, une place de plus en plus grande à la parole de tous, et puis une très peut-être faible performance des agriculteurs dans le rôle de communicateur. C'est pas notre métier et on doit apprendre et on doit sans doute être plus performant aussi, même si on a ouvert nos fermes de différentes façons, tant aux élèves que lors des magasins à la ferme, etc. Mais voilà, il y a encore du travail. Et puis la société aujourd'hui, qui est une société d'abondance avec une perte de valeur de l'alimentation et du travail qui est fourni derrière. Je donnerai un seul exemple, qui est l'exemple du lait. Le lait, il faut quand même se rendre compte qu'on doit produire des végétaux, faire naître des veaux et puis s'en préoccuper. Et puis elles doivent faire des veaux et puis elles peuvent produire du lait. Et le prix d'un litre de lait est plus bas qu'un prix d'un litre d'eau. C'est deux produits nobles, hein. Je n'oppose pas les produits, mais la qualité de travail, d'énergie et l'impact
du temps sur la production d'un litre de lait, même si l'eau reste très très longtemps dans les nappes, etc. Mais je veux dire au niveau gestion humaine est quand même tout à fait différente et donc il y a des questions à se poser. Alors ce qu'on mangera demain, c'est sans doute ce que le consommateur décidera, pas le citoyen, Françoise en a parlé aussi, mais le consommateur, parce que les enquêtes, c'est très beau, il en faut, ça nous donne une vision, ça donne une tendance, ça nous permet de réfléchir, mais c'est vraiment les achats réels qui sont ce que le consommateur achète qui doit être produit, parce que, je l'ai dit tantôt, le consommateur est multiple et voilà, tout ça ne peut pas se faire uniquement sur des enquêtes. Nous, producteurs, on doit produire ce que vous achèterez, vous, consommateurs. C'est notre rôle, nous sommes des producteurs, mais aussi des commerçants. Et donc, nous devons adapter nos pratiques pour répondre à vos demandes. Mais par contre, quand on prend des décisions politiques, il faut aussi se rendre compte de la réalité des achats et pas uniquement des tendances et des grandes déclarations. Le bio, par exemple, a bien augmenté chez nous, surtout en élevage, et c'est une très bonne chose que ça progresse. La consommation suit, et donc ce n'est pas un problème, mais on voit quand même quand on fait des enquêtes, et on en a encore fait pendant la crise du Covid à la PAC-W, que le consommateur bio, c'est surtout lorsqu'il a des enfants de 0 à 5 ans, et puis on abandonne la consommation pour des raisons valables, hein, sans doute que le revenu du ménage diminue, etc., une fois qu'on a plus d'enfants et que les enfants grandissent. Et puis on reprend une plus grande part de consommation de produits bio une fois qu'on a 54 ans et que tous nos enfants ont quitté le domicile. Ça, c'est dans l'enquête, donc c'est des choses dont on doit tenir compte aussi. Et puis, j'aime bien de rappeler l'exemple autrichien, puisque dans tout ce qui est politique régionale ici, on a l'intention d'augmenter pour 2030 la proportion du bio à 30% du territoire. Je dis bien que moi, je défends tous les modes de production et que je n'ai nullement d'opposition à quelque mode que ce soit, mais en tant que présidente de la foi, je dois aussi veiller aux intérêts de tous mes producteurs. Donc, il ne faudrait pas non plus qu'on arrive à ce qui arrive en Autriche aujourd'hui, c'est qu'on a tellement augmenté la production et exigé qu'elle augmente que 30% du territoire est produit en agriculture biologique et le consommateur est resté bloqué à 9%, avec des catastrophes humaines et économiques dans les exploitations bio autrichiennes. Et donc, ça doit poser beaucoup de questions aussi. Comme l'a dit Françoise, il faut du temps. Et on doit suivre la demande du consommateur et ne pas développer et puis ne pas avoir d'acheteurs. Ce n'est pas une solution non plus. Et puis, à côté du consommateur, celui qui décidera, c'est l'homme politique. Et donc, il a des ambitions importantes au niveau européen. On parle de diminution de 50% des produits phyto, de diminution des intrants de 20%. Donc, ça concerne aussi bien les engrais chimiques que les engrais organiques. Et puis, ils ont moins l'intention d'augmenter le bio qu'en Wallonie, puisque c'est 25% au niveau européen pour 2030. Mais attention aux conséquences sur la qualité, la quantité de notre alimentation. Attention aussi aux effets des alternatives à tout ce qui est suppression de produits. Lorsqu'on a peu d'alternatives ou pas d'alternatives, parfois la solution qui nous est proposée à nous, agriculteurs, est moins durable que celle qu'on a supprimée. Et alors, l'idéologie et les grandes décisions, c'est bien, mais il faut du concret et il faut aussi des études d'incidence sur les décisions qui sont prises. Et il faut, lorsque l'on met en place des politiques, qu'elles soient aussi analysées au fur et à mesure qu'elles sont mises en place. Et puis la dernière chose, c'est la durabilité qui décidera aussi de ce qu'on mangera demain. Les 3 piliers, mais aussi, et je reviens à la difficulté du revenu, donc la durabilité au niveau de son pilier économique et de son pilier social, avec quel agriculteur pour demain et en quelle quantité sur notre territoire, avec notre agriculture paysanne, notre agriculture familiale, mais aussi les investisseurs qui apparaissent et qui commencent à prendre une belle part et qui, eux, ne vous fourniront sans doute pas la même alimentation que les 2 autres
modèle d'agriculture. Alors, je ne sais pas s'il me reste du temps pour l'étiquetage. Non, ben voilà, je reviendrai, hein, vous me réinviterez. Mais juste dire, l'origine pour nous, c'est important, le mode d'élevage aussi, la durabilité et aussi tout un travail à faire sur les appellations usurpées. Ça a été fait pour le lait et on est en train de travailler sur la viande et je pense qu'il est important pour le consommateur qu'il sache aujourd'hui comme demain ce qu'il mange et ce qu'il a dans son assiette. Voilà. Un grand merci, Madame Strel. Je pense qu'il y a quelques questions, donc je vais tout de suite céder la parole à Sylvie. Oui, un tout grand merci. Donc, effectivement, on est au-delà du temps, mais c'est tellement intéressant que c'était difficile de ne pas aller jusqu'au bout. Donc, quelques questions. On va peut-être laisser Madame Strel voilà, se reprendre un petit peu de son exposé. Donc, la première question est pour Madame Botson, parce que c'est vrai que les questions qui arrivent sur le live Facebook sont un petit peu en décalé. Donc, ceci explique cela. Donc, la première question ici est: l'industrie agroalimentaire est-elle vraiment réceptive ou adaptée au concept de durabilité et de résilience? Oui, je pense. En tout cas, ça progresse très très fort depuis les dernières années. Donc, moi, j'ai l'occasion de travailler tous les jours avec toute une série d'entreprises. De nouveau, je pense que les clichés sont là. On s'imagine toujours que l'industrie agroalimentaire, c'est des grosses usines avec vraiment, vraiment plein de gens, avec des personnes qui ne pensent qu'à faire du profit sur le dos des travailleurs, des producteurs, etc. Je pense qu'on a de la chance en Wallonie d'avoir, comme je l'ai dit, 97% de structures qui sont relativement petites, qui sont, contrairement à ce qu'on pense, qui s'approvisionnent énormément déjà en produits qui sont faits sur le territoire belge et ou européen. Il n'y a pas énormément de matières premières qui sont, relativement, qui sont importées de très très loin. Et parfois, c'est nécessaire, de toute façon. Marianne a cité le café, les bananes. Je veux dire, on n'en produira jamais chez nous. Enfin, je l'espère, parce que sinon, ça veut dire qu'on sera dans un état de réchauffement climatique vachement avancé. Etc. Donc, je pense que oui, les gens sont prêts, mais de nouveau, ça demande du temps, ça demande de la collaboration, ça demande aussi qu'on leur fasse confiance. Et Marianne l'a dit, c'est vrai que souvent on attaque à tort le secteur agricole, mais on attaque aussi à tort l'industrie agroalimentaire. Quand on rentre dans une entreprise de transformation alimentaire en région wallonne, c'est un peu comme si on était dans une grande cuisine avec des gens passionnés pour ce qu'ils font. Et on est loin des modèles de ce qu'on peut voir parfois dans d'autres pays hors Europe. Et donc, voilà, oui, ils sont prêts. Maintenant, il faut les écouter. Maria, c'est la même chose qu'en agriculture. Il y a des réalités de terrain qui sont là. Il y a des choses qu'on sait mettre en place tout de suite, des choses qui vont mettre du temps à être mises en place. Il y a énormément de législation. Marianne l'a dit aussi, que ce soit pour l'agriculture, pour la transformation alimentaire, pour l'ORECA, les normes sont très très strictes, elles changent tout le temps et donc voilà, moi je ne peux vous dire que de faire confiance et de vous intéresser justement à ce qui se passe dans ces entreprises qu'on connaît finalement très très peu et en fait dont vous mangez souvent les produits sans même vous en rendre compte. Rien que sur le territoire jean-bloutois, il y a énormément d'entreprises de transformation alimentaire qu'on ne connaît pas parce soit on ne connaît que la marque qu'elles produisent, soit elles font pour des marques distributeurs comme une grosse partie des entreprises en région wallonne. Donc voilà. Merci beaucoup, Madame Botson. Alors, une autre question de Monsieur Gauthier de Sauvage qui demande, alors il ne précise pas l'intervenant, donc voyez un petit peu comment vous souhaitez y répondre. Donc, nourrir tout le monde en bio à un prix accessible, est-ce réaliste ou utopiste? Voilà, je ne sais pas qui souhaite répondre. Madame Strel, Bien un petit peu, oui, voilà. Est-ce utopiste? Le problème, c'est déjà que aujourd'hui, avec les recherches qu'on a à notre disposition aujourd'hui, lorsqu'on produit sous le cahier des charges bio, il y a toute une série de problématiques qui sont difficilement
réglables, donc tant au niveau des maladies que des ravageurs, et ils nous arrivent en bio, il faut le savoir. Et là, on rejoint la question des pertes agricoles, de semer, et puis on se rend compte après un certain temps que le semis n'a pas bien pris, ou les herbes dites indésirables, en tout cas sur le champ où on veut produire quelque chose, ont pris le dessus, et donc on retourne le champ et on ressème. Donc il y a la question du coût, il y a la question des pertes, il y a le agricole et donc de la durabilité, mais il y a aussi la question de la quantité, parce qu'il est évident aussi que à l'hectare, au niveau de l'agriculture biologique, on n'a pas encore atteint les rendements et les quantités à produire qu'on peut avoir en lutte intégrée ou en agriculture raisonnée. Donc voilà, alors c'est de savoir aussi qui on veut nourrir, avec quoi et comment. Il y a sans doute des efforts à fournir au niveau de tout ce qui est légumes. Il y a sans doute de la place plus grande encore pour ce genre de production, tout en disant bien qu'on a beaucoup de jeunes qui, depuis 4-5 ans, se sont lancés dans l'aventure, et puis qui malheureusement, depuis un an, on voit qu'après 3-4 ans, abandonnent. Il y a sans doute une question de formation, parce que je pense que nous aussi, on doit avoir des formations continuées, c'est très important, et que voilà, on doit s'adapter, se former, mais il y a aussi la question du revenu. Donc, je pense que si on paye un prix qui correspond pour le producteur à couvrir ses coûts qui sont plus élevés en bio qu'en agriculture conventionnelle, parce qu'il y a plus de main-d'œuvre, que la main-d'œuvre coûte cher, qu'on est dans un pays où on a une main-d'œuvre qui, par rapport à d'autres zones du monde ou même d'Europe, est à un coût supérieur, y compris le foncier. Rêver de pouvoir produire peu, vendre donc des plus petites quantités à des prix qui sont au prix du conventionnel aujourd'hui, que certains considèrent déjà comme des prix chers, pour moi, ce n'est pas réaliste. Voilà, un producteur, pour qu'il soit encore là demain, quel que soit son mode de production, il doit couvrir ses coûts et avoir un petit revenu. Donc, il y a peut-être des choses à mettre en place pour aider ces productions. Je sais qu'il y a des questions de TVA différentes, il y a des questions, voilà, ça c'est des choix politiques. Maintenant, en tant que producteur, produire en bio, en tout cas en grande culture, n'est pas aussi simple que ce qu'on veut le laisser croire. Donc voilà, il y a la question de la main-d'œuvre. Est-ce que nous avons une main-d'œuvre en Wallonie qui est prête à revenir travailler dans nos champs? Ça a l'air sympa quand on pense à son jardin, mais son jardin, on y va quand il fait beau. S'il fait trop froid, on ne sort pas. En agriculture, on travaille tous les jours, quel que soit le temps. Et puis, on a eu la chance aussi d'avoir la mécanisation, en tout cas au niveau de la santé des producteurs et de la lourdeur du travail, c'est une aide. Un retour à une agriculture plus bio, et de toute façon pour le raisonner, ce sera aussi avec moins d'intrants, et possible avec l'aide de l'agriculture de précision. Donc ça, c'est aussi une piste qu'il faut aborder, mais qui coûte aussi de l'argent. Donc je reviens au prix de vente. Il faudra intégrer tout ça dans le prix de vente aussi. Et si on le fait de façon plus paysanne et donc plus manuelle, il faut de la main-d'œuvre qualifiée et courageuse. Voilà. Et ça a un coût aussi. Donc, voilà. Merci. Je peux ajouter quelque chose, peut-être. C'est clair que le cahier des charges biologiques, il est très fort médiatisé pour le moment. Maintenant, sur le marché, il existe plein de façons de produire qui sont aussi, qui ont une préoccupation pour l'environnement, mais aussi pour d'autres piliers que uniquement que certaines données environnementales qu'il y a dans ce cahier des charges. Ce
cahier des charges, c'est une des obligations de moyens. Et comme tout cahier des charges, il s'adapte pas toujours nécessairement bien à la réalité à la fois des agriculteurs qui doivent le mettre en place, mais aussi de tous les opérateurs qui vont suivre et qui doivent le mettre en place aussi au sein des entreprises. Donc, c'est toujours le problème avec les cahiers des charges qui ont des obligations de moyens, c'est que ces moyens sont réfléchis à une échelle qui est très macro et très parfois distante des réalités qu'on va trouver. Donc, moi, je rêve que ce cahier des charges bio existe, mais que coexiste à côté toute une série d'autres cahiers des charges qui peuvent prendre en compte aussi d'autres dimensions que les dimensions spécifiques environnementales qui sont prises en compte dans ce cahier des charges, parce que ce cahier des charges est focalisé sur quelques petites pratiques environnementales. Elle ne couvre pas tout et elle ne couvre pas non plus tout ce qui est relations des producteurs, économie, société, etc. Santé, contrairement à ce qu'on croit. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on n'utilise pas ou qu'on ne peut pas utiliser une certaine matière active qui est d'origine de synthèse que forcément le produit est meilleur pour la santé ou pas. Donc voilà, c'est truc pour un petit peu... pour moi, ça ne me paraît pas possible, entre guillemets, de tout produire en bio aujourd'hui à l'heure actuelle. Et c'est pas souhaitable, je pense, d'une manière pour assurer une durabilité et une résilience du système. Mais voilà. Mais ça doit coexister. Ça fait partie des solutions pour certains. Très bien. Merci beaucoup, Madame Botson. Peut-être pour poursuivre avec vous, la question donc, qui se trouve dans la conversation qui a été posée par Monsieur Benjamin Berger. Donc, on parle de la guerre des prix que les supermarchés vont redémarrer au détriment probablement des producteurs. Pensez-vous que notre secteur agroalimentaire est suffisamment protégé par la législation en place? Ne pourrait-on pas, sans basculer dans le protectionnisme, tenter de leur donner du poids face à la grande distribution? Alors, le problème du législatif, je pense que Marianne l'a très bien exprimé, mais c'est le côté qui est parfois trop coercitif et qui ne prend pas en compte toujours toutes les réalités de terrain aussi. Donc, moi, je suis toujours très méfiante par rapport à ça. Deuxièmement, protéger, entre guillemets, nos agriculteurs par de la législation, mise à part en termes des défis, je vais dire, intercontinentaux, etc. Au sein de l'Union européenne, c'est compliqué parce qu'il y a toujours ce fameux droit à la concurrence qui peut entraver toute une série de législations qu'on peut prendre. Par contre, je pense que c'est le rôle du politique de mettre en place le cadre qui permet à chacun, et surtout ici aux deux maillons qui sont peut-être un peu déforcés par rapport à la grande distribution chez nous, en tout cas, qui sont les producteurs agricoles et la transformation alimentaire, de mieux collaborer. C'est cette meilleure collaboration qui permettra une meilleure valorisation des produits agricoles, qui permettra d'être plus fort par rapport à la grande distribution qui, je ne dis pas ça d'un point de vue machiavélique, hein. Il faut connaître la réalité du secteur de la distribution aussi. C'est très peu d'acteurs qui se battent régulièrement, en permanence pour des parts de marché et qui doivent faire vivre aussi les employés qu'ils emploient au quotidien dans les grandes surfaces. Donc, l'idée n'est pas de dire la grande distribution, c'est toujours les mauvais, c'est pas ça du tout, mais c'est clair qu'il y a une collaboration et un équilibre à retrouver entre les transformateurs et les producteurs pour faire beaucoup plus de marques propres, pour mettre en évidence le travail des uns et des autres correctement, de pouvoir mieux communiquer en direct par le consommateur et pas devoir se reposer sur l'enseigne de distribution pour avoir accès à ce consommateur. Et donc là, il y a tout un cadre de soutien à mettre en place, plus que des législations qui vont contraindre à faire telle chose ou à ne pas faire telle chose ou telle chose. Donc voilà, il y a un rôle du pouvoir politique, mais je ne suis pas sûre que ce soit uniquement des législations en tant que telles, sauf les points que Marianne a abordés concernant les relations entre l'Europe et le reste du monde, et au niveau de la politique agricole commune, où on peut quand même faire toute une série de choses aussi. Et je voudrais juste rajouter, moi, très vite, qu'il y a quand même la directive sur tout ce qui est pratique déloyale commerciale déloyale. Et donc, ce sont des directives européennes et on est en train de travailler pour essayer de mettre ça en place. Ça se passe avec le niveau fédéral.
et donc l'Agrofront. Et donc là, il y a toute une récupération et toutes des possibilités qui seront législatives quand même, de pouvoir rendre une meilleure place dans la filière aux producteurs, et notamment toutes des discussions qu'on a également pour une meilleure redistribution des marges au sein de cette filière, puisque tout le monde le sait, voilà, en général, le prix au consommateur, puis chaque maillon se serre et puis il reste ce qui reste au producteur, qui a sa part de responsabilité aussi, parce que moi, j'aime aussi dire que nous devons prendre notre avenir en main aussi et nos responsabilités. Et donc, on doit peut-être travailler autrement aussi, fixer nos prix, ne plus laisser partir notre bétail au prix auquel on exige qu'ils partent. On a une problématique en lait aussi, c'est qu'on livre pendant un mois, puis on connaît le prix à la fin du mois. Tout ça, il y a quand même des choses à faire évoluer. Et puis, la vente à perte, on est le seul secteur autorisé à vente à perte. Là, il y a quand même sans doute des choses également à régler. Et puis dire qu'avec la grande surface, moi depuis 1 an et demi, je discute beaucoup, on collabore, on a mis en place des coopératives au niveau de nos éleveurs, et puis on a des petites avancées et des coopératives qui arrivent à obtenir certaines choses avec certaines grandes surfaces. Donc il faut continuer à travailler et rester optimiste. Merci beaucoup. Et je pense qu'il y avait une dernière question, Sylvie. Oui, une dernière question donc, qui vient de Facebook et qui est posée par Émilie, donc, qui se demande donc, si c'est possible dans le futur d'imaginer que les pommes de terre, par exemple, soient vendues en Belgique. Donc, elle ne comprend pas l'intérêt de vendre ailleurs et de consommer hors Union européenne, hormis l'intérêt économique. Idem concernant les cultures de céréales. Est-ce que la balle est seulement dans le camp du consommateur, pose-t-elle comme question. Elle pense que le consommateur est perdu, notamment avec les pommes de terre. Il y a des appels pour consommer, mais en grande surface, on trouve que Israël ou autres pays lointains a non sens selon elle. Ça dépend où on achète, dans quelle grande surface on va. Et on a quand même une belle place pour nos produits locaux aujourd'hui et toute une série de producteurs. Et à Jean-Blou, vous le savez, vous avez près du rond-point 10 des 3 clés, une exploitation qui a mis en place d'ailleurs un distributeur et qui se trouve aussi, moi, à Rennes, dans une grande surface. Je sais acheter leurs pommes de terre. Donc, ils ont aussi trouvé leur place dans certaines enseignes. Voilà, maintenant, de fait, il y a ces Colruyt qu'on vise depuis toujours, ces fameuses pommes de terre qui viennent du monde entier et qui sont des pommes de terre sous plastique en plus. Mais voilà, c'est aux consommateurs aussi. Si on ne les achetait pas, ils ne les vendraient plus. Et puis, il y a possibilité de se fournir ailleurs, sous d'autres formes, dans d'autres enseignes où et peut-être même que chez Colruyt, il existe, je ne sais pas parce que j'y vais pas, mais il y a peut-être aussi la possibilité d'avoir des pommes de terre belges. Dire aussi que le secteur de la pomme de terre en Belgique est un secteur où on a la réputation des frites au niveau mondial. Donc, c'est un produit qui mondialement est connu et réputé. Donc, voilà, la richesse d'un pays se fait aussi sur non seulement sa production, sa transformation, mais également ses exportations. Et donc, ça ramène des devises dans le pays. Et alors, l'autre chose, c'est de dire qu'on a une spécificité bien wallonne, c'est qu'on a une multitude de variétés qui est chaque fois très, très spécifique à la consommation finale. Donc, on a une variété pour les chips, on ne sait rien en faire d'autre. Elles sont dures comme de la pierre. Ça nous permet d'avoir des chips de plus haute qualité aussi. Et puis, on a nos variétés pour les frites. Et puis, en consommation, il y a Nicolas, Annabelle et tous les prénoms du monde imaginable. Bon, voilà, c'est une fragilité de notre secteur, mais c'est également une grande chance de notre secteur. Donc, on a un secteur de la pomme de terre très, très spécifique. Alors maintenant, les exporter ou pas les exporter, moi, j'aime à dire que si on devient local wallon au niveau de l'agriculture wallonne, ben, on peut supprimer la moitié de l'élevage et on peut supprimer un peu plus de la moitié de nos agriculteurs. Donc, au lieu d'en avoir 12 000, il n'en restera 4 ou 3 000. Et puis, voilà, ça, c'est des choix de société, ça. Hein. Voilà. Avec la fragilité, moins il y a d'exploitation, plus on est fragile au niveau de notre souveraineté alimentaire. Donc, voilà. On a la chance d'être un petit territoire très, très productif,
grâce au climat, à la qualité du sol, à la professionnalisation de nos producteurs et puis grâce sans doute aussi aux législations strictes qui donnent de la qualité et sanitaire et de la qualité aux produits. Donc voilà, du coup, on produit sans doute plus que ce qu'on a, que les besoins des Wallons. Et on ne produit pas toujours non plus en relation avec les besoins des Wallons, ou tout simplement il y a un effet de saisonnalité aussi qui vient renforcer la crise, parce qu'actuellement c'est clair que le consommateur il préfère manger des pommes de terre primeurs qui ne sont pas encore sorties de terre chez nous. Et donc, voilà, les pommes de terre de conservation en fin de saison, la plupart des gens vont vous dire ouais, c'est pas bon, c'est mou, ouais, il y a des marbrures à l'intérieur ou des choses comme ça. Et donc, ils vont trouver ces pommes de terre belges de conservation qui ont été soit réfrigérées, soit tenues en condition pour qu'on puisse les conserver le plus longtemps possible, pas très bonnes. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve dans les supermarchés des pommes de terre qui viennent aussi de Perpète-les-Bains, parce qu'il y a cette demande des consommateurs qui est là. Comme je dis, tout le monde n'est pas conscient de l'origine des produits. De un, tout le monde n'a pas ça en target numéro 1 non plus. Et certaines personnes, c'est le goût, point. Et donc, voilà, on se retrouve, quand il y a une conjonction de facteurs, que Marianne a expliqué, on se retrouve avec une abondance, mais qui est un peu conjoncturelle aussi avec cette crise. Bon, et les non-débouchés vers l'ORECA. Donc, tout n'est pas exporté en Wallonie, quoi. Et alors, si je rebondis là-dessus, moi, je me souviens que quand j'étais jeune, enfant, de fait, chez ma bonne maman, quand on pelait les pommes de terre, elles étaient fripées, on rigolait. Voilà. On a réglé le problème avec certains produits qui seront supprimés sur notre territoire le 1er juillet ici. Et au niveau européen, à partir du mois d'octobre, c'est des produits qui nous permettaient de conserver nos pommes de terre pendant une année dans un état et dans des normes qui étaient de encore haute qualité. Et donc, je pense que soit on va s'adapter et remanger les pommes de terre fripées, soit on aura tendance à acheter encore plus de pommes de terre nouvelles venues des autres régions du monde à partir de l'année prochaine, parce qu'on n'a pas d'alternative sérieuse au CIPC. Voilà, et que pour la récolte de l'année prochaine, moi, j'ai quand même beaucoup d'interrogations. Et donc, j'admirais tous les posts Facebook rouspétants sur toutes ces pommes de terre venant de Chypre, d'Israël, mais je crains, voilà, et c'est que l'année prochaine, ça s'empire, sauf si on est prêt à remanger des pommes de terre fripées, je le redis. Et c'est là aussi l'explication de dire que quand on retire certaines matières, parfois, l'impact santé sera peut-être bon, je n'en sais rien, parce que ces autres parties du monde, on ne sait pas très bien non plus comment ils produisent. Et je rappelle que le cahier des charges bio, s'il est européen, ok. S'il est hors Europe, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc, on a quand même un problème de normes. Et peut-être qu'on importera ces pommes de terre venues d'ailleurs, produites de façon encore moins bonne pour la santé que ce qu'on faisait ici, et avec un impact sur l'environnement et le climat bien plus important. Donc, voilà, ce sont des matières et des questions très complexes. Merci beaucoup. En tout cas, je pense qu'on va clôturer là-dessus parce qu'il est déjà 21h25. Je voulais vous remercier, donc un tout grand merci aux intervenants, aux experts qui nous ont ici présenté un exposé de qualité et qui ont pu répondre à toutes nos questions. Je vous remercie également, je vais remercier également tous les participants, donc via Zoom, via Facebook. Ça a eu un chouette succès et je pense qu'on peut conclure sur justement la phrase de Madame Strehl qui est « Ce qu'on mangera demain, c'est ce que le consommateur décidera. » Donc, à nous de prendre nos responsabilités. Belle soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à bientôt à certains. Et merci en tout cas de votre participation. C'était bien riche et enrichissant. Et merci à tous nos followers, pour parler jeunes, sur Facebook. Et c'est vrai que c'est important de le rappeler que sur Jean Blou, on a l'occasion d'avoir beaucoup de coopératives et ça a été dit par voilà,
une Facebookienne, Madame Charles, et donc c'est vrai qu'on a cette chance-là, il faut en profiter. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.